Télé 50, simplement congolais. Le 17 mai, une fête nationale fériée en République démocratique du Congo commémorant la journée de la révolution et des forces armées. Cette année, la journée tombe un dimanche et à travers un communiqué, le ministère du Travail annonce que la journée sera célébrée le lundi 18 mai. À l'Assemblée provinciale au Congo central, l'interprétation des décisions de la Cour constitutionnelle réhabilitant le député Mantezolo à la tête de l'Assemblée nationale pose problème. Le groupe des députés estime que seul Papi Mantezolo est réhabilité. Le concerné, lui, estime que la décision a inclus tous les membres de son ancien bureau. Les élus provinciaux en appellent au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur pour dire le droit. Élection à la Fédération congolaise de football association. Alors qu'on amorce déjà le dernier virage, un candidat à la présidence saisit la FIFA pour dénoncer les irrégularités qui ont entaché ce processus électoral, avec notamment la modification des textes après l'appel à candidature et la falsification présumée du procès verbal de l'Assemblée générale du 11 janvier pour plutôt rendre éligible le candidat Véron Mosengo. Il s'agit du candidat Patou Mangenda que vous suivrez dans ce journal. Après les titres, place au développement. Bienvenue dans ce journal, la journée fériée du 17 mai en hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo sera observée le lendemain, c'est-à-dire le lundi 18 mai. C'est un communiqué du ministère de l'Emploi et du Travail signé par Ferdinand Monsamba qui le fait savoir aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs, en particulier en se basant sur l'ordonnance du 30 mars 2023. Au Temple de la démocratie, au cours de la séance plénière convoquée mercredi, les députés nationaux ont examiné plusieurs matières inscrites à l'ordre du jour, notamment la question orale avec débat initié par le député Bazizane Maéché, adressé au ministre des Ressources hydrauliques et électricité sur le taux actuel d'accès de la population à l'électricité ainsi que sur la problématique du financement de la construction des nouvelles centrales hydroélectriques à travers le territoire national. Dans ce cadre, le député Kombi Pendani Bosco est intervenu pour attirer l'attention du gouvernement sur la situation préoccupante de l'éclairage public dans plusieurs zones de l'Est du pays, particulièrement dans la cité frontalière de Kassindi au Nord Kivu. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues. De prime abord, je commence par féliciter notre collègue Adel Bazizane Maéché pour sa question orale avec débat adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Sans beaucoup plus tarder, honorable président, est-ce que le ministre peut donner d'éclaircissement à la représentation nationale sur le prélèvement des 1% destiné à l'éclairage public à Kassindi sur toutes les factures de la SNEL depuis octobre 2020? Honorable président, je veux savoir pourquoi la population de Kassindi ne bénéficie pas de l'éclairage public jusqu'à ce jour et comment est géré cet argent du prélèvement de 1% au niveau national. À cause de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, Excellence, la population de Kassindi a besoin de l'éclairage public comme la ville de Lissala. Pour citer, honorable président, j'ai une dernière question à poser au ministre. Quelle est la limite entre le gouvernement central et le gouvernement provincial dans l'attribution des concessions de production, de transport et de distribution du courant électrique?
L'interprétation des décisions de la Cour constitutionnelle pose problème à l'Assemblée provinciale du Congo central. Le groupe des députés provinciaux affirme respecter et appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle ayant réhabilité Papi Mantezolo en qualité de speaker. Toutefois, ils soutiennent que cette décision ne remet pas en cause les autres membres du bureau qui demeurent en fonction. Pour ce faire, ils fustigent le comportement du député Papi Mantezolo qu'ils accusent d'ignorer autrement les autres membres du bureau élu de l'Assemblée provinciale. Nous, le groupe des députés provinciaux, ainsi que le bureau de l'Assemblée provinciale, nous l'avons déjà réitéré que nous ne contestons pas les arrêts de la Cour constitutionnelle. Nous avons souhaité attendre la notification de la Cour que nous avons reçue, nous l'avons lu, examiné et nous avons accepté son application. Nous avons accepté que le président Mantezolo a été réhabilité de ses fonctions, mais l'arrêt ne dit pas que les autres membres du bureau ont été démis de leurs fonctions. L'arrêt ne le dit pas. Et nous, membres du bureau, aujourd'hui, nous nous sommes présentés régulièrement à notre poste de lieu de travail pour rencontrer le président qui a été réhabilité. Malgré la manière dont nous tous nous savons qu'il a été réhabilité, nous ne faisons pas de commentaires. Mais grande a été notre surprise. Il nous informera que nous ne pouvons pas travailler parce que lui, il estime que nous avons été démis de nos fonctions et que nous devons aller nous plaindre à la Cour constitutionnelle. Nous dénonçons cet abus et cet excès de pouvoir de la part du président Mantezolo. Ce n'est pas parce que l'Assemblée provinciale met à sa disposition la police nationale qu'il doit utiliser cette même police pour empêcher ses collègues membres du bureau de travailler et d'accéder dans leur bureau. C'est ainsi que nous demandons au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui s'occupe de la sécurité et de l'ordre public, de mettre tout en œuvre pour que les membres du bureau reprennent leurs travaux normalement au sein de l'hémicycle. Et ici, affaire Mbindoulé, le député accuse le gouverneur du Nord Kivu de vouloir utiliser les services de renseignement contre lui à cause de son soutien à la révision constitutionnelle. Le député Mbindoulé affirme qu'une lettre aurait été envoyée pour ouvrir une enquête sous prétexte qu'il provoquerait des troubles à Butembo, alors que la population a plutôt bien accueilli le message sur le changement de la Constitution. L'élu national nie cependant tout soutien aux milices. Il déclare que son aide au FRDC et au Wazalendo s'inscrit dans l'effort de guerre. J'ai aussi lu la lettre du gouverneur adressée au service des renseignements de la République pour qu'on puisse mener des investigations sur ma personne parce qu'il dit que je créais des troubles dans la province du Nord Kivu et précisément dans ma circonscription de Butembo. Je suis allé à Butembo avec un message du changement de la Constitution. À Butembo, la population a accueilli ce message de changement de la Constitution. Il y a eu un petit groupe, à travers son représentant de Butembo, ils ont manipulé un petit groupe de jeunes et pour dire que non, ils ne sont pas pour les changements de la Constitution. C'est ce que le gouverneur Somo appelle trouble. C'est ce qu'il appelle que non, désobéissance civile. Pour lui, lorsque je parle de la révision ou du changement de la Constitution, je m'oppose à la Constitution actuelle. Je dis que le gouverneur du Nord Kivu ne puisse pas se cacher derrière. Il est contre la révision de la Constitution. Je l'appelle au débat au lieu d'écrire au service. Il lui-même publie même sa lettre dans les réseaux sociaux en disant que non, Mbindoulé est sous les investigations et tout, sur le problème du changement de la Constitution. Parce qu'ils pensaient que la population va refuser ces changements. Or, la population de l'Est soutient d'abord le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La population de l'Est
demande au président actuel de terminer la guerre, de consolider la paix, et c'est après qu'on pourra parler peut-être de la fin de son régime. Découvrir les pépites de demain et offrir une scène aux talents de la province, c'est l'ambition de Kesho Star Festival, une initiative d'envergure lancée officiellement hier mercredi à Lubumbashi par Michel Kaboué-Mwamba, président de l'Assemblée provinciale, qui entend faire du Haut-Katanga le nouveau carrefour de l'excellence musicale. C'est dans le cadre solennel de la salle de réunion de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga que les premières notes de ce grand projet ont été présentées. Mercredi 13 mai, l'honorable Michel Kaboué-Mwamba, président de l'organe délibérant, a réuni autour de lui le ministre provincial de la Culture, les bourgmestres de Lubumbashi ainsi qu'un collectif d'artistes locaux. Initiateur de l'événement, le speaker de l'Assemblée provinciale a rappelé l'urgence de valoriser la richesse culturelle locale. Pour Michel Kaboué-Mwamba, l'objectif est d'assurer la relève artistique et d'offrir un tremplin professionnel à une jeunesse talentueuse qui n'attend qu'une opportunité pour briller. C'est là qui vont les remplacer aussi, il faut que génération. Ah, on va transmettre les connaissances, il y a mais c'est-à-dire, vous êtes à l'âge, il y a bien, mais vous devez préparer aussi les pépites. C'est tous les dames. Un message reçu 5 sur 5 par l'exécutif provincial. Le ministre des tutelles a d'ores et déjà promis un accompagnement total du gouvernement pour garantir le succès logistique et artistique de ce rendez-vous prévu pour le mois de juin prochain. Dans les rangs des artistes, l'enthousiasme est palpable. Jusqu'ici, beaucoup déploraient un manque de visibilité. Le Kesho Star Festival est perçu comme une bouffée d'oxygène, une plateforme inédite pour mettre en lumière des génies restés trop longtemps dans l'ombre. Pour cette première édition, le festival se concentrera sur les talents de Lubumbashi et du territoire de Kipushi. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. À terme, le Kesho Star Festival compte étendre son aura à l'ensemble des 6 territoires de la province du Haut-Katanga. Et face aux tensions et aux préoccupations observées au Maniema, particulièrement au niveau de l'organe délibérant, Maître Haruna Ndarabou, notable de la province, a lancé un appel à la paix dans son message. Il invite les différentes parties à privilégier le dialogue, la cohésion et le vivre ensemble afin de préserver la stabilité dans la région. J'exprime ma profonde préoccupation face à une crise institutionnelle qui risque de fragiliser davantage la stabilité des institutions politiques provinciales et le développement de la province du Maniema. Chers Maniemiens, chères Maniemiennes, Wandugu Wapenzi, point n'est besoin de rappeler que dans le passé récent, notre province a déjà connu des situations similaires qui, malheureusement, n'ont pas favorisé son décollage ni renforcé la cohésion entre ses fils et ses filles. Aujourd'hui, plus que jamais, tous, nous devons placer l'intérêt supérieur de notre province au-dessus des divergences politiques et des ambitions égocentriques. À l'heure où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de multiplier les efforts pour la restauration de la paix, la cohésion nationale et la stabilité des institutions, il est de notre responsabilité d'éviter toutes ces dynamiques susceptibles de compromettre ces efforts, étant donné que le Maniema et la Chopo constituent des boucliers ultimes pour la défense de l'intégrité du territoire national. Depuis l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. J'invite ainsi l'ensemble des acteurs politiques impliqués, les élus tant nationaux que provinciaux, les autorités politico-administratives, la société civile et forces vives, la jeunesse ainsi que toute la notabilité de la province du Maniema à privilégier la concertation, la cohésion et l'unité afin de préserver la paix sociale et garantir un avenir meilleur.
À peine rentré de Kampala en Ouganda, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, s'est rendu ce jeudi matin sur l'avenue Kianza, dans la commune d'Ongaba, au centre de Kinshasa. Face au cri de détresse de la population, le ministre a ordonné la reprise immédiate des travaux avec un ultimatum clair, livraison dans 45 jours. Accompagné de Victor Toumba, directeur général de l'Office des voiries et drainage, le ministre John Banzalunda n'a pas caché son indignation devant l'état de délabrement de cette voie. Nous venons de constater avec une très grande révolte l'état dans lequel l'avenue Kianza, une avenue très stratégique qui relie plusieurs communes, et soit dans cet état ici. Le déblocage des travaux initialement budgétisés à 2,9 millions de dollars, dont 1,70 million déjà décaissés, appartient désormais au passé. Pour répondre aux réalités du terrain et aux travaux connexes indispensables, l'enveloppe globale a été réévaluée à 4,3 millions de dollars. Le ministre a affirmé être prêt à répondre favorablement à ce besoin financier pour garantir non seulement la reprise, mais surtout la qualité de l'ouvrage. Fini le colmatage éphémère, l'avenue Kianza sera reconstruite en chaussée rigide pour assurer une durabilité maximale face au trafic intense de la zone. Cette descente sur le terrain est le résultat direct d'une instruction ferme du président de la République. Le ministre a tenu à rappeler que le chef de l'État reste à l'écoute permanente de ses concitoyens. Le changement, c'est lui qui l'amène, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il change parce qu'il a eu la confiance de la population et qu'à chaque fois que la population est en détresse, il réagit. J'étais à Kampala lorsque la population a lancé un cri d'alarme, un cri de détresse, et le président de la République en personne a reçu ce cri d'alarme pour l'avenue Kianza. Et il m'a instruit de prendre immédiatement des dispositions pour trouver la solution. Le temps est donné, l'heure n'est plus au discours mais à l'action. Prenant à témoin la presse et les riverains, John Banzalunda a fixé un contrat de performance à l'OVD. Délai 45 jours, calendaire à dater de ce vendredi 15 mai 2026. Méthode, suivi citoyen et accélération des rotations des chantiers. Objectif, livraison totale de l'ouvrage pour désengorger la commune d'Ongaba. Le rendez-vous est donc pris pour mi-juillet, date à laquelle le bilan de cet engagement ferme sera tiré. Le Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPEJ, a lancé le programme Talk Job Métier, une initiative stratégique destinée à renforcer l'employabilité des jeunes Congolais à travers la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. Les premiers concernés, 187 jeunes de Kinshasa ayant souscrit à 57 filières professionnelles pendant le village des opportunités. Au total, 187 jeunes de Kinshasa seront répartis dans 57 filières grâce à un dispositif financé et piloté par le FSPEJ en partenariat avec l'INPP comme partenaire technique pour l'accompagnement opérationnel. Présidant la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Grace Coutinho, a salué un programme qui constitue un véritable cadre de formation, de créativité, d'emploi et d'entrepreneuriat pour la jeunesse congolaise. À travers cette initiative, le FSPEJ démontre une vision claire, celle d'une jeunesse capable de créer, de produire, d'entreprendre et de participer activement à la transformation de notre pays. Dans son intervention, le directeur général du FSPEJ, Joseph Mbouyimu-Kendi, a rappelé que ce programme représente une réponse concrète aux difficultés d'accès à l'emploi auxquelles font face de nombreux jeunes, soulignant l'importance de l'apprentissage comme levier de lutte contre le chômage et la précarité. À vous, chers jeunes apprenants, sachez que vous êtes au cœur de cet événement. En choisissant d'apprendre un métier, vous faites preuve d'un éveil patriotique exemplaire. Je vous recommande donc la disponibilité, la discipline, l'engagement
mais surtout la patience d'apprendre. La cérémonie s'est clôturée par un atelier réunissant apprenants et formateurs destiné à baliser les étapes d'une formation efficace et orientée vers l'insertion professionnelle. Il s'y est de rappeler que la cérémonie officielle a connu la participation de plusieurs autorités nationales et provinciales. À travers Talk Job Métier, le FSPEJ réaffirme son engagement à multiplier les opportunités pour la jeunesse conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous l'impulsion de la ministre de la Jeunesse, Grace Amy Coutinho. La situation des défenseurs de l'environnement sur l'ensemble du pays reste alarmante, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, Maniema, Owele, Nord et Sud Kivu. Depuis le début de cette année 2026, 9 acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'environnement ont été assassinés, alors que 16 autres sont victimes de poursuites judiciaires. Ce chiffre sombre a été présenté ce jeudi à Kinshasa à la Commission nationale des droits de l'homme par le consortium Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme et le foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse. C'est au cours d'un point de presse animé à Kinshasa que le consortium Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme et les foyers de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes et en détresse a présenté la note de plaidoyer sur la situation des défenseurs de l'environnement, droits fonciers et des droits aux ressources naturelles après une audience avec la Commission nationale des droits de l'homme. Vika Hangi Batundi, leader du consortium FDAPID ACDH, revient sur son contenu. Mais on se pose 1001 questions. En observant comment est-ce que les gens, les acteurs qui militent, qui travaillent de manière héroïque pour protéger l'environnement, c'est encore eux qui font face aux menaces sous plusieurs formes. Et donc, notre note de plaidoyer a été adressée aux autorités en vue d'attirer leur attention et plus particulièrement à la CNDH. Pour nous, nous voulons à ce que la loi numéro 23/027 du 15 juillet 2023 relative à la protection et à la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC ne puisse pas souffrir d'application. Le président de la CNDH, Paul Nsapou Moukoulou, a salué cette démarche citoyenne menée par les consortiums FDAPID et ACDH pour la protection des défenseurs de l'environnement et des droits fonciers. Nous appliquons déjà cette loi-là, même pendant les dernières élections. La CNDH n'a pas hésité d'appliquer cette loi-là et faire libérer des défenseurs des droits de l'homme qui observaient le processus électoral en son temps. Par ces plaidoyers, ce consortium recommande au ministre de la Justice de peser de son poids afin de pousser la justice à mener des enquêtes sur les attaques et assassinats contre les défenseurs de l'environnement. Patronnée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, Fungurume vient de tourner une page historique. Après une semaine d'intenses travaux, le diagnostic participatif de sécurité et l'élaboration du plan local de sécurité ont livré leurs fruits. Un document stratégique qui engage autorités, sociétés civiles et communautés dans la protection de l'intégrité territoriale et du bien-être des populations. Sous les signes de l'unité et de la responsabilité collective, la commune de Fungurume, dirigée par l'honorable Aline Makano Tshilombo, vient de tourner une page importante de son histoire sécuritaire. Après une semaine de travaux intenses, l'atelier de diagnostic participatif et d'élaboration du plan local de sécurité a baissé ses rideaux dans une atmosphère empreinte de solennité et de satisfaction. Placé sous les hauts patronages de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, ces assises avaient été lancées par les vice-gouverneurs Clément Mufunji au nom de l'autorité provinciale. Elles ont réuni un parterre de hautes personnalités, formateurs venus de Kinshasa, inspection provinciale de la territoriale, comité de sécurité, administrateur du territoire de Lubudi, société civile et représentants communautaires,
tous ont travaillé d'arrache-pied pour doter Fungurumé d'un plan de sécurité adapté et inclusif. La clôture, présidée par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy Kaumba Philippe, accompagné de son collègue des Mines, a été marquée par plusieurs allocutions dont le rapport global de l'atelier et le remerciement de participants. Hommages ont été rendus au chef de l'État Félix Tshisekedi et au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, pour leur engagement en faveur de l'intégrité territoriale. Le bourgmestre intermaire de Fungurumé s'est réjoui au nom de son peuple de l'aboutissement heureux de ses travaux. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, dont la vision éclairée et le leadership déterminé continuent d'orienter notre pays vers une consolidation de l'État de droit, le renforcement de la gouvernance sécuritaire et la promotion d'une paix durable au bénéfice de tous les Congolais. Dans son intervention, le patron de la sécurité au Lualaba, Roy Kaumba, a salué la coordination exemplaire de la gouverneure Fifi Masuka Saini et félicité l'autorité locale honorable Aline Makano Tshilombo pour son dynamisme et son sens d'écoute. La remise symbolique des brevets aux participants a constitué l'étape décisive de cette cérémonie, scellant ainsi l'engagement collectif pour une sécurité durable à Fungurumé. Après les chefs coutumiers, la Fondation Katangaise, à son tour, est venue rendre visite à ce digne fils de l'espace Grand Katanga, le sénateur Dani Banza Maloba, victime d'une attaque armée dans sa résidence de Lubumbashi. Au-delà du message de réconfort, elle en appelle aux autorités pour garantir la sécurité de tous et condamne ces actes ignobles qui ont pour objectif l'élimination physique. Après les chefs traditionnels, c'est au tour de la Fondation Katangaise d'exprimer sa solidarité et sa compassion à l'ambassadeur Dani Banza Maloba, dont la résidence a été victime d'une attaque inouïe du 23 au 24 avril 2026. Ce mercredi 13 mai, les membres de la Fondation Katangaise se sont rendus au domicile de l'Aigle du Katanga pour lui témoigner de leur soutien indéfectible après ces actes visant à attenter à son intégrité physique. Ils n'ont pas seulement regretté et compati, ils ont fermement condamné cette attaque. Si nous sommes venus ici, c'est pour venir consoler notre fils. Il a été victime, comme vous le savez, il y a eu des coups de balles qui se sont retentis, nourris par les détracteurs. Nous sommes venus les voir pour les consoler et il nous a expliqué comment ça s'est passé. Heureusement, Dieu merci, il n'a pas été là. Et les assaillants, on peut les appeler comme ça, assaillants, ils sont venus. Vraiment, la parcelle a été occupée par les gens habillés en uniforme non autrement identifiés. Heureusement, Dieu merci, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc nous profitons de cette occasion pour dire à tous ceux-là qui cherchent la mort d'un être humain, c'est pas correct. C'est un leader katangais, il est membre de la communauté katangaise, donc la vie est sacrée. Nous disons aussi aux autorités de veiller à la sécurité de toutes les personnes, de toute la province du Haut-Katanga, pour que les vivre ensemble règnent. Sinon, la communauté katangaise va porter très haut la voix pour sécuriser les Katangais. La Fondation Katangaise joint sa voix à celle des autres leaders de l'espace Grand Katanga pour que pareille situation n'arrive plus à une notabilité katangaise. Tout à fait autre chose, le secrétariat général de la chancellerie des ordres nationaux en collaboration avec la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD a rappelé à l'ensemble des responsables des services publics, des structures para-étatiques ainsi qu'aux entreprises publiques et privées l'obligation de se doter de la nouvelle effigie du président de la République Félix Tshisekedi. Dans un communiqué conjoint, les deux institutions invite les différentes corporations concernées à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se conformer à cette mesure officielle. Le secrétariat général de la chancellerie des ordres nationaux et la direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD rappellent à tous les responsables des services publics et para-étatiques
ainsi que les entreprises publiques et privées à travers leurs corporations respectives l'obligation de disposer de la nouvelle effigie de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux dans les différents offices de leurs entités respectives. Ainsi, il est demandé à ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de cette obligation de contacter les services du secrétariat général à la chancellerie des ordres nationaux pour les formalités en vue d'acquisition au plus tard le 30 juin 2026. À partir du 1er juillet 2026, les services attitrés passeront vérifier la présence de l'effigie précitée dans les différents services et entreprises. Passé ces délais, les défaillants s'exposeront à toutes les mesures en l'espèce. Fait à Kinshasa le 5 mai 2026 pour les directeurs généraux de la DGRAD, Étienne Outiou-Dilutula, et le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux, Motanda Bassoussou Jean, général des brigades. Allez, on va parler sport. Élection à la Fédération congolaise de football association. On amorce déjà le dernier virage et pendant ce temps, un candidat à la présidence saisit la FIFA pour dénoncer les irrégularités qui ont entaché ce processus électoral, avec notamment la modification des textes après l'appel à candidature et la falsification présumée du procès verbal de l'Assemblée générale du 11 janvier pour rendre éligible le candidat Véran Mosengo. Patou Mangenda est avec nous en ligne. Bienvenue à vous, monsieur Patou Mangenda. Que reprochez-vous exactement à ce processus électoral? La commission d'éthique de la FIFA, parce que nous estimons qu'il y a violation du code électoral type de la FIFA qui dispose que les règles électorales ne peuvent être modifiées après publication de l'appel à candidature, sauf force majeure validée par la FIFA. Et nous avons constaté en date du 26 avril 2026, une lettre provenant de la commission électorale adressée à madame la secrétaire générale de la FECOFA, lui demandant de transmettre officiellement un PV d'une assemblée générale. C'est extraordinaire, celle organisée le 11 janvier 2025. Bon, ce qui a dérangé, c'est que ce PV a été d'abord envoyé par un cadre de la FIFA. Il s'agit de monsieur Araz Ahmed, qui l'a envoyé par mail auprès de la commission électorale. Ce qui déjà dérange à ce niveau-là, parce que un document aussi sensible ne peut pas provenir d'une instance pratiquement étrangère au processus. Il serait plutôt normal que ce document provienne de la fédération. C'est ce que le président de la commission électorale a fait. Il l'a demandé officiellement. Et ce qui énerve encore davantage, madame, c'est que c'est un PV qui comporte des modifications des conditions d'éligibilité. Ce qui n'est pas normal qu'à ce stade du processus, qu'il y ait intrusion d'autres documents et qui fondent le traitement des dossiers. Et quand on scrute le code électoral type de la FIFA, nous confortons à l'idée que ce PV n'a pas raison d'être. D'ailleurs, nous le disons, et ça s'est vérifié, que c'est un PV truqué, un PV qui a été confectionné à l'encontre de la volonté exprimée par les membres de l'Assemblée extraordinaire du 11 janvier 2025 qui avaient rejeté en bloc toutes les propositions de modification des dispositions statutaires. Donc, nous considérons qu'il y a faux en écriture et usage de faux. Mais alors, qu'attendez-vous exactement de la FIFA? Je crois que par un simple principe de droit qui dit que la fraude corrompt tout, nous estimons et nous avons demandé à la commission d'éthique de pouvoir se pencher dans un meilleur délai sur ce cas de la FECOFA, parce que nous considérons que c'est une fraude avérée. Donc, nous avons sollicité la suspension immédiate du processus et l'ouverture d'une enquête sérieuse afin que la lumière soit faite sur le processus pour établir les responsabilités des uns et des autres. Et je crois, madame, cela y va de l'image de la FIFA et aussi de la République démocratique du Congo à travers sa fédération, parce que nous n'aimerons pas que nous ayons à la tête d'une fédération un président
tricheurs. Parce que c'est quand même grave, madame. Tout ce qui s'est fait, toute l'Assemblée générale du 11 janvier 2025 s'est tenue en présence du candidat unique Véron Mosengo. Et il sait pertinemment bien que toutes les propositions de modification avaient été rejetées. Donc, il n'est pas éligible. Monsieur Patou Banguenda, merci pour toutes ces précisions. Venons en rappel des principaux titres. Le 17 mai est une fête nationale fériée en République démocratique du Congo, commémorant la journée de la révolution des forces armées. Cette année, la journée tombe un dimanche et à travers un communiqué, le ministère du Travail annonce que la journée sera célébrée le lundi 18 mai. À l'Assemblée provinciale du Congo central, l'interprétation des décisions de la Cour constitutionnelle réhabilitant les députés Mantezolo à la tête de l'Assemblée nationale pose problème. Le groupe de députés estime que seul Papi Mantezolo est réhabilité. Le concerné, lui, estime que la décision inclut tous les membres de son ancien bureau. Les élus provinciaux en appellent donc au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur pour dire le droit. Élection à la Fédération congolaise de football association, alors qu'on amorce déjà le dernier virage, un candidat à la présidence saisit la FIFA pour dénoncer les irrégularités qui ont entaché ce processus électoral, avec notamment la modification des textes après l'appel à la candidature et la falsification présumée du procès verbal de l'Assemblée générale du 11 janvier pour rendre éligible le candidat Véron Mosengo. Il s'agit du candidat Patou Banguenda que vous avez suivi dans ce journal. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir d'être avec vous pendant ce moment. Ce journal est complètement terminé. On se retrouve prochainement sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP au prélèvement exceptionnel à charge des entreprises employant un personnel expatrié, au prélèvement sur les sommes payées aux prestataires de services non résidents, au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers versés à des personnes non résidents et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois d'avril 2026 intervient le vendredi 15 mai 2026 pour les obligations suivantes: dépôt de la déclaration et reversement de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des contribuables gérés par la direction des grandes entreprises et par les centres des impôts pour lesquels la télédéclaration est déjà effective. Les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire de déclaration fiscale sécurisé sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Aussi, sont-ils encouragés à privilégier la transmission par email de leurs déclarations et des preuves de paiement des dits impôts aux adresses électroniques suivantes selon le cas. Par ailleurs, les contribuables assujettis aux impôts susvisés et gérés par les centres d'impôts synthétiques devront déposer leurs déclarations et preuves de paiement auprès de leurs services gestionnaires respectifs en attendant l'extension du système de dépôt par email et ou de la télédéclaration à leur bénéfice. Le communiqué est signé Barnabé Mwakadi Wamba, directeur général.